Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour tout de suite entamer notre partie débat pour ce soir avec Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, en tant que politicien, mais en même temps, l'économie est étroitement liée avec la politique Bien aussi. sûr. Donc, comment voyez-vous le statut général de l'Égypte actuellement ? Bien évidemment, maintenant, on commence le nouvel mandat du président Sisi et je crois qu'il n'y aura pas un grand changement dans la méthode économique pour traiter les problèmes parce que la pensée ou la vision du gouvernement actuel, c'est qu'il faut travailler acharnement sur la construction des usines, sur les emplois, et comment aider la restructuration de notre économie qui a beaucoup souffert ces dernières années. Alors, à mon avis, il y aura une concentration très accrue par le gouvernement sur d'abord aiser la situation économique pour les citoyens, mais en même temps aider les investisseurs à revenir. C'est une question qui ne va pas être résolue rapidement, mais je crois que le gouvernement, surtout les responsables, les ministres sur les questions de l'investissement, ils travaillent sur la façon d'alléger un petit peu le fardeau bureaucratique qui a malheureusement repoussé beaucoup des investisseurs dans les dernières années. Et je suis soulagé que notre président, il a ce sens, c'est-à-dire il comprend très bien que ce sont des obstacles qu'il faut surmonter. On n'a pas le temps à perdre dans ces domaines bureaucratiques si on veut vraiment arriver à un stade important. Ça, c'est d'une part. Il y a un autre côté, c'est bien sûr nos ressources naturelles. C'est le gaz et le pétrole aussi. Et je crois que ça a été alors lié aussi à notre côté de sécurité, surtout notre force armée, parce que nous savons que nous sommes dans un voisinage très tendu. On peut le dire explicitement, la Turquie qui n'est pas contente des exploits égyptiens dans la Méditerranée et des coopérations avec Chypre et avec la Grèce. Alors, je crois que d'abord, ça sera une source très importante, les investissements qu'on a avec la compagnie italienne Eni. Et je crois que c'est pour cela on est bien préparé à protéger nos intérêts. Et je crois que les ressources ou l'argent qui va venir de cette exploitation va aider bien sûr l'économie égyptienne à continuer et à redémarrer. Bon, nous avons en ligne le docteur Passant Fahmy qui est économiste et député. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors docteur Passant Fahmy, on parle toujours de la situation économique en Égypte. Bien entendu, nous avons vu pas mal de projets de développement. Mais on vous demande quand est-ce que cela va se refléter sur le citoyen égyptien? Le citoyen égyptien pourra vraiment sentir la situation, que ce soit la classe modeste ou même la classe moyenne qui a beaucoup souffert, peut-être beaucoup plus que la classe modeste. Surtout les gens qui travaillaient dans le domaine du tourisme et l'escalation des prix, comme tout le monde sait. Je pense, à mon avis, que ça sera dans le futur prochain, c'est-à-dire entre 1 an et 3 ans. C'est pas moyen, c'est moins que moyen, parce que situation moyenne, c'est entre 3 et 5 ans. Alors, entre 1 an et 3 ans, je pense que le citoyen égyptien pourra sentir vraiment la différence, parce que si on regarde les indices, par exemple, regardez les indices, le déficit du budget a diminué, l'inflation a diminué, le chômage a diminué, le niveau de réserve en devises étrangères a augmenté à un niveau qu'on n'a jamais vu. C'est vrai qu'il y a un niveau de dette qui augmente, mais il faut faire toujours une comparaison entre le niveau de dette et le niveau des réserves. Les réserves ont beaucoup augmenté. Et aussi le GDP s'est développé beaucoup plus. Et si on ajoute à ce chiffre les 30%
comme on appelle l'économie non officielle, on pourra avoir un chiffre tout à fait différent en ce qui concerne le GDP. Alors, bref, oui, la situation s'améliore, tous les indices sont très positifs, et à mon avis que le citoyen égyptien et la classe modeste pourra vraiment sentir entre 1 an et 3 ans, avec le développement qui sera vu en ce qui concerne la création de travail, le contrôle sur les prix. On peut sentir maintenant que les prix sont beaucoup plus contrôlés qu'avant. Il n'y a pas l'escalation de prix qui existait durant l'année passée et l'année d'avant. C'est-à-dire, le marché est contrôlé, le gouvernement exerce un niveau d'activité beaucoup plus contrôlé. Alors, je répète, entre 1 an et 3 ans, le citoyen égyptien, et surtout la classe modeste, parce que la classe modeste, à mon avis, a souffert beaucoup plus que la classe moyenne a souffert beaucoup plus que la classe modeste. On l'espère bien. Docteur Passane Fahmy, député et économiste, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Chers téléspectateurs, on s'arrête pendant quelques secondes et on reprend tout de suite après notre émission. Bon, outre la situation économique en Égypte qui s'annonce rassurante, nous allons à présent parler de la conférence de presse et de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis et donc de cette conférence de presse Trump-Macron qui est un événement politique assez significatif, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous avez, premièrement, d'après vous, l'objectif de cette visite de Macron aux États-Unis ? L'objectif est clair qu'après la frappe contre la Syrie, c'est maintenant le moment de commencer à dresser ensemble, les deux leaders, je veux dire, une politique internationale commune. C'est un rapprochement qui n'est pas nouveau entre les États-Unis et la France. Le débat, les débuts du mandat du président Trump n'étaient pas vraiment très bien accueillis par Emmanuel Macron, surtout sur la question de l'environnement et les accords signés à Paris, le CAP 21, et je crois que c'était assez tendu entre les deux hommes. Mais maintenant, on voit un changement radical. On voit maintenant les deux leaders, ils ont une vision assez clair sur le Moyen-Orient, surtout sur le dossier syrien. Il y a quand même un sentiment commun que la Russie et la Chine et ce bloc qui existe à l'Est est assez menaçant pour les intérêts des Occidentaux. C'est la raison pour laquelle il faut un rapprochement entre Paris et Washington. La nouveauté, alors il y a des nouveautés. D'abord, il y aura des ententes sur les questions militaires, d'abord dans le cadre de l'OTAN. Mais il y a une nouveauté qui vient s'annoncer il y a quelques minutes dans la conférence de presse, c'est que vous savez que le président Trump avait parlé de l'accord nucléaire iranien qui souhaite le modifier ou l'annuler totalement. Et l'Iran a menacé qu'elle va continuer l'enrichissement de ses sites nucléaires si jamais cet accord signé avec l'Union européenne et les États-Unis va cesser. Or, actuellement, il y a juste quelques minutes, c'était annoncé que les deux leaders se sont mis d'accord à remoduler, et non pas modifier ou annuler, mais remoduler de nouveau l'accord iranien. Or, je crois que c'est le pierre angulaire maintenant de les négociations qui auront lieu entre l'Iran et l'Union européenne et les États-Unis. C'est un jeu d'échecs, bien sûr, parce qu'on ne sait pas pour l'instant l'info qui vient de sortir, comment les Iraniens vont la recevoir. Ils vont se demander sur les questions techniques, en quoi s'agit-il d'un accord. L'Iran a le droit à dire non, on n'accepte pas une modification. On n'a pas entendu, bien sûr, de Moscou, la Russie, son opinion, qui a été un signataire aussi de cet accord. Alors, ce qui sera intéressant de voir comment, lorsque Macron il a pu convaincre Trump sur cette question de ne pas annuler l'accord, mais de le modifier. Alors, comment lui il sera le médiateur, entre guillemets, entre le médiateur transatlantique entre les États-Unis et la Russie et l'Iran sur cette question.
Je crois que ça sera un boulot assez difficile pour Macron. Mais il faudra quand même que les deux leaders expliquent à la communauté internationale ce qu'ils veulent dire exactement de la modification des accords nucléaires avec l'Iran. On reviendra certainement à ce point, mais je voudrais savoir cette visite de Macron aux États-Unis et surtout après la politique étrangère de Donald Trump. Est-ce que cela signifie en quelque sorte que la France soutient cette politique? C'est un alignement à la politique de Washington. Déjà, la décision militaire de participer dans les frappes des missiles contre la Syrie, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est une décision de guerre. Alors ça montre qu'il y a déjà une entente de base sur la question géopolitique et sécuritaire au Moyen-Orient. On se souvient par exemple en 2003, Jacques Chirac a refusé du tout la participation de la France dans l'invasion de l'Irak. Et c'était un grand désaccord entre Washington et Paris à cette époque, entre George W. Bush, l'ancien président américain, et Jacques Chirac. Et à l'époque, Washington avait un désaccord aussi au sein de l'OTAN avec la France, qui avait un siège vide. C'était la politique de Gaulle, que la France ne participe pas à l'OTAN. L'époque de Nicolas Sarkozy a changé. La France a travaillé avec les États-Unis et l'Angleterre contre la Libye pour renverser Kadhafi. Et maintenant, bien sûr, on voit, alors Hollande c'était pareil, et maintenant on voit que Macron, il reprend le même chemin, c'est-à-dire s'aligner aux Américains sur les questions basiques très importantes mondiales. Et je crois que les deux présidents, ils ont une entente sur la vision prochaine de la région. Et ça explique aussi une chose, qu'il y a 2 jours, avant le départ d'Emmanuel Macron pour Washington, il a contacté le président el-Sisi par téléphone pour discuter sur la question de la Syrie. Alors je crois qu'il a voulu coordonner d'abord la relation de Paris avec les alliés au Moyen-Orient avant d'aller à Washington et commencer de négocier sur la politique étrangère à redéfinir prochainement. Mais pourtant, les deux présidents, dans leur campagne électorale, avaient déclaré que la politique extérieure ne les importait pas et que la priorité était surtout pour leurs pays respectifs. Emmanuel Macron était très ambigu pendant la campagne électorale. Il parlait uniquement d'économie, puisque lui, il était le ministre de l'économie. Et il n'avait pas une politique claire sur les dossiers cruciaux comme la Syrie, le Moyen-Orient. La question palestinienne, il parlait de temps en temps, entre guillemets, sur l'accord de 2 États, mais jamais il a discuté vraiment durant sa campagne électorale sur les questions cruciales comme la Syrie. Or, Donald Trump, on a vu bien sûr sur Twitter comment il avait une position très différente à l'époque, comment il critiquait Barack Obama d'avoir participé dans une alliance contre la Syrie, que ce n'est pas le boulot des États-Unis. Un président des États-Unis doit s'occuper de la situation économique détériorante là-bas, qu'il faut trouver les jobs et le boulot pour les chômeurs là-bas, reconstruire l'économie. Or maintenant, bien sûr, on a vu qu'il y a un changement radical dans la façon que Donald Trump il voit la question syrienne, comment il était anti-interventionniste, c'est-à-dire contre l'intervention, l'ingérence à l'étranger. Et maintenant, voilà, il y a non seulement une attaque contre la Syrie, mais il y a une promesse de recommencer cette attaque de nouveau. Macron, par contre, alors lui, il est très clair dans sa position que non seulement au Mali, non seulement dans le Sahara et en Afrique, mais il y aura une politique continuelle au Moyen-Orient, en Syrie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque de son prédécesseur François Hollande, on parlait de la participation de la France dans les frappes contre Daesh.
Mais maintenant, on parle de la participation contre le régime syrien lui-même. C'est politique assez osée pour prendre un chemin contre un gouvernement qui est déjà en place et qui a réalisé quand même des victoires contre le terrorisme. Oui, mais quel serait l'intérêt de la France à frapper le régime syrien? Justement, c'est l'alignement avec Washington sur cette question. C'est qu'il y a un intérêt occidental que Bachar el-Assad, bien sûr, il est un allié à 100% avec la Russie. Ils ne veulent pas laisser le terrain pour Moscou comme ça, et que c'est dans l'intérêt de ces deux pays, normalement aussi avec l'Angleterre et l'Allemagne, c'est de couper la route à la Russie et l'Iran. Bien sûr, qui paie le prix, c'est d'abord les peuples et aussi nous, le voisinage, parce qu'on est tout le temps dans cette menace de guerre qui fait beaucoup de mal à notre économie aussi. Alors, je crois que l'intérêt, c'est clair, c'est de barrer la route totalement à la Russie, d'affaiblir le régime syrien. Et deuxièmement, c'est une opération de communication, c'est-à-dire à dire au monde, on est là, on n'a pas perdu la guerre vraiment, les Russes ont fait des frappes, mais quand même, si nous, on va retirer nos forces, comme Donald Trump il avait dit, on va retirer les forces américaines là-bas, on ne va pas le faire gratuitement. Il y aura quand même un message qui dit, on est là et on est présent et on va agir au moment où on le souhaite. Bon, et moi je vous parlerai de la légitimité de tout cela et de la communauté internationale. Où en est la communauté internationale de ce qui se passe en Syrie? Écoutez, les Nations Unies. Exactement. Le secrétaire général de l'ONU, il a exprimé son mécontentement d'une façon très implicite, même pas explicite. Et d'autre part, le Conseil de sécurité qui se réunit tout le temps et que les Américains voulaient faire des résolutions continuelles contre la Syrie, la Corée du Nord, l'Iran et tout ce bloc. Et soudain, le moment où il fallait faire une attaque, où ils voulaient faire cette attaque, ils n'ont pas recouru au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité était juste une formalité pour eux et qu'on pouvait la dépasser. Justement, l'appel du président Macron à président Sisi, c'était sous un titre très clair qu'il y a une légitimité de cette attaque. Il voulait s'exprimer sur ça. Parce que bien sûr, la France, qui avait toujours la position anti-américaine sur cette question, qu'il faut respecter le droit international, il faut respecter les principes de droits de l'homme et ne pas vraiment causer des dégâts collatéraux à l'égard des civils. Et soudain, la France a décidé de participer dans cette attaque. Alors, à mon avis, la communauté internationale, elle est maintenant divisée plus que jamais. Et, qu'on le veuille ou non, les alliances se forment. Il n'y a plus un lieu, un juste milieu. Cette guerre contre le terrorisme, au début, c'était une guerre très claire. C'était contre qui? Maintenant, on ne sait plus. Les Américains font la guerre contre qui exactement? Qui finance qui? Pourquoi? Malheureusement, dans le monde arabe aussi, il y a cette division qui existe entre le Qatar et les autres pays. Alors, à mon avis, la communauté internationale s'approche de plus en plus d'un point d'explosion qui va être vraiment dramatique, parce que cette tension militaire qui existe dans le voisinage du Moyen-Orient, la Turquie qui veut réclamer des territoires en Syrie, en Irak, tout ça, et avec toute la guerre contre le terrorisme, je crois que les Américains, ils ont perdu cette question de monopole. Les Russes, ils sont présents. Et je crois qu'il y aura un moment décisif sur cette question mondialement, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine, pour que ça se définisse après ça une politique internationale très claire. Bon, vous avez parlé de la vision future de la région par les deux présidents. Quelle est cette vision? C'est le nouveau Moyen-Orient. Un Moyen-Orient effrité? Exactement. Voilà. Je ne peux pas vous contredire là-dessus, bien sûr.
C'est un Moyen-Orient avec des pays divisés sur un plan sectaire, un plan ethnique, avec les Kurdes par exemple, sectaires sunnites, chiites, druzes, chrétiens, comme ils souhaitaient le faire avant. Je crois qu'ils ont réalisé ça en Irak, de facto, mais les Iraniens, ils ont pris le contrôle, donc ça s'est fait de facto et pas vraiment clair. Mais je crois que les deux présidents, ils ont un intérêt à fragmenter cette région pour que la Russie n'ait pas vraiment un contrôle total sur... Imaginons par exemple que le territoire syrien soit totalement libéré par les terroristes et que la question kurde aura une autonomie comme à Erbil en Irak, une autonomie mais sous Damas. À la fin, et que Bachar el-Assad reste comme président, c'est-à-dire, c'est de facto un gain pour Moscou. Alors pour eux, il faut détruire le temple, visiblement, parce qu'il faut fragmenter tout ça, créer une zone de tension. Ces zones de tension sera toujours une épine dans le dos de Moscou. C'est une guerre entre deux puissances et c'est le territoire, l'échiquier en fait, c'est la Syrie actuelle et le Moyen-Orient tout entier. Et il faut le dire à tout le monde, on savait qu'avant le 30 juin, la révolution de 30 juin 2013, il y avait cette position vers l'Égypte. Il voulait quand même diviser l'Égypte géographiquement. Et c'est la raison pour laquelle que le président El-Sisi l'avait dit à plusieurs reprises, on est conscient de ces plans, on est conscient qu'ils ont préparé tout ça et qu'ils œuvrent pour ça d'abord au Sinaï et aussi sur le côté de la Libye. C'est pour cela, si les pays du Moyen-Orient ne vont pas être d'abord conscients que ça va toucher tout le monde, parce que ça va toucher un Moyen-Orient où il y aura des zones de puissance pour l'Occident, pour la Russie et pour l'Iran. Et l'Égypte dans tout ça? L'Égypte, on a bien fait de se préparer militairement. On le dit clairement. L'achat des Rafales, vous avez vu la question même du barrage de Renaissance avec l'Éthiopie. C'est-à-dire la guerre, elle est partout. Mais cette guerre, essentiellement, c'est deux choses. Vous, les médias, la communication, c'est une guerre de communication. Et la deuxième, c'est une guerre de renseignement aussi. C'est qu'on sait très bien qu'il y a des sources, par exemple, qui financent l'Éthiopie sur la construction de barrages. Ce sont des pays qu'on ne les connaisse pas vraiment, des hommes d'affaires qu'on ne connaisse pas. Ce sont des gens qui travaillent pour le compte d'autres pays qu'on ne les voit pas. Alors c'est une guerre de renseignement. Il y a une guerre de communication aussi, qu'il faut présenter un showcase à montrer à tout le monde pourquoi on est en train d'acheter des armes, à reconstruire notre armée d'une façon très solide par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Si jamais on ne montre pas qu'on est fort, le lendemain, on trouvera que nos zones de gaz naturel est occupées par la Turquie ou par n'importe quel autre pays. Alors l'Égypte, dans tout cela, est un pays... c'est le pierre angulaire, bien sûr, parce qu'on est entre l'Asie et l'Afrique, et aussi on a dans le bassin méditerranéen, on a une puissance de population non négligeable, et on a aussi des ressources. Donc on est vraiment, comme on l'était dans le passé, on est encore la cible de beaucoup de puissances. Si ce ne sera pas une cible d'occupation militaire, ce sera toujours occupation politique d'une façon ou d'autre. C'est pour cela qu'on doit se montrer d'abord dans la communication qu'on est fort, on est veillant, on sait comment prendre nos précautions pour se défendre. Toutes ces questions-là sont questions de souveraineté. C'est légitime. Je crois que la position de l'Égypte à l'égard de ce qui s'est passé en Syrie dans les frappes de missiles, c'était une position très courageuse, a montré qu'on n'accepte pas vraiment que du jour au lendemain, on décide de bombarder une capitale comme Damas, soudain comme ça. Là, on ne l'acceptera pas parce qu'on sait très bien qu'il y a d'autres plans après Damas.
sur d'autres capitales arabes. Alors je crois que l'Égypte a bien fait de se préparer par rapport aux forces, et aussi économiquement, c'est bien fait de commencer cette reconstruction, parce que un pays solide économiquement pourra toujours financer sa position militaire. Bon, donc d'après ce que vous avez dit, la France se choisit l'alliance avec l'Angleterre plutôt qu'avec la Russie. Avec Washington, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la personne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est quelqu'un de... Il est un ancien banquier. Et il a vécu dans ce monde de capitaliste, voilà. On ne voulait pas le dire clairement comme ça, mais oui, c'est comme ça. Il a vécu avec Goldman Sachs, Morgan et tout ça. Alors, il est conscient dans sa mentalité que la France moderne, c'est une France d'entreprise, la France à l'américaine, et que les citoyens français, c'est pour cela qu'on voit les grèves maintenant, les cheminots en France et tout, qu'il faut faire des sacrifices. Les plus puissants doivent être enrichis pour que la France puisse s'améliorer. Or, ce n'est pas facile parce que la France n'est pas de nature capitaliste du tout. Les Français, dans leur esprit, ne sont pas vraiment de cette nature. Ils veulent vivre une vie égale. Et je crois que la politique économique de Macron s'aligne vraiment avec la politique aussi de Trump. C'est les hommes d'affaires, c'est les entreprises. Et après ça, bien sûr, garantir des zones d'influence, je le répète plusieurs fois, les zones d'influence et de monopole au Moyen-Orient, où il y a le pétrole, le gaz, et contredire la puissance militaire et économique de la Russie, je crois que ça entre aussi dans leurs calculs. Donc l'économie, là, elle est mélangée, parce qu'on sait tous, le problème en Syrie, c'était à cause des pipelines, du gaz. Et alors, ça rejoint la même idée. Donc, ils pensent souvent de leur monopole, ils pensent à leur zone de puissance, et c'est le devoir de chaque président d'assurer les intérêts de son pays, que ce soit en Égypte, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et donc le terrorisme, ou combattre le terrorisme, ça c'est vraiment la raison, soi-disant, pour laquelle les États-Unis et la France s'engagent en Russie. Les Américains et les Européens, ils ont lancé cette coalition pour combattre Daesh. Mais on ne sait pas pour le moment qui a créé Daesh, comment ça a été créé. Et qui est Daesh? Et voilà, et qui les finance d'abord, cet armement qu'ils ont eu, tout ça. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ils étaient étonnés, ils ne croyaient pas vraiment que la Russie pouvait intervenir en septembre 2015 en Syrie. C'était hors de question parce qu'ils ont cru que la Russie, ça sera dans une guerre d'usure en Ukraine. C'est en 2014, décembre 2014. Oui. Alors si on regarde les deux positions, ils ont cru que la Russie sera mêlée par l'Ukraine et maintenant le Moyen-Orient, ça sera à nous. On termine par la Syrie, on termine par l'Égypte, on va continuer après. Mais l'intervention de l'ours russe dans cette région a montré, ou pas montré, à bouleverser les calculs sur cette question. Alors, pour eux, combattre le terrorisme, oui, c'est un beau principe. Ça amène quand même une alliance très importante de plusieurs pays. Beaucoup d'argent, ça sera dépensé dans cette guerre. La communication aussi, ça sera dans la poche de plusieurs leaders en Occident. Mais maintenant, Daesh a été éradiqué, entre guillemets, pas totalement, mais éradiqué principalement par la Russie sur le territoire syrien. Que ce soit fait par l'armée syrienne de Bachar el-Assad ou par le bombardement aérien russe, c'était fait, on l'a vu sur les télés, qui a combattu Daesh et qui l'a fait. Même à Mossoul, c'était avec les Irakiens, avec l'aide des Iraniens. Donc, cette guerre de terrorisme s'est avérée un échec un petit peu pour Barack Obama à l'époque et pour la politique américaine qui était dressée. Or, je crois qu'actuellement, Donald Trump,
il ne veut pas abandonner vraiment ça parce qu'il y a des zones de lobby, il y a des gens de lobby autour de lui qui lui font comprendre qu'il faut agir au Moyen-Orient parce qu'on a des intérêts économiques, on a des intérêts géopolitiques dans cette région. On ne peut pas quitter le terrain pour les Russes, ce n'est pas faisable. C'est pour cela, je crois que cette guerre de terrorisme, maintenant, ça va un petit peu se modifier et ça sera de plus en plus clair que c'est une guerre d'influence et d'intérêt. Bon, ce qui est étrange, c'est qu'avec les changements de président aux États-Unis, la politique envers le Moyen-Orient, c'est toujours la même. Ah bah, c'est toujours... Oui. Qui définit cette politique? C'est le Congrès? C'est pas le Congrès, c'est ce qui est hallucinant, c'est que Donald Trump, il disait toujours « je suis anti-establishment », l'établissement, qu'il y avait des zones ou des gens de lobby à Capitol Hill, aux États-Unis, et que ce sont eux qui dictent la politique. Je peux citer le nom de Henry Kissinger, par exemple, qui est un des géants de la politique étrangère américaine. Et jusqu'à maintenant, à cet âge, je crois qu'il a dépassé les 90 ans, il donne des conseils à Donald Trump. Ils ne peuvent pas l'écouter. Même Vladimir Poutine, le président russe, l'a invité, parce que c'est un sage, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. Moi, je l'appelle Niccolo Machiavel de notre ère. C'est quelqu'un qui connaît la politique réelle et il sait comment jouer sur plusieurs tableaux au même moment. Alors, je crois que Donald Trump, lorsqu'il est arrivé au bureau ovale à la Maison-Blanche, il a découvert... C'est exactement ce que Vladimir Poutine l'a décrit une fois. Il a dit, le président à l'Occident, pourquoi ça ne change pas? C'est pour répondre à votre question. Il a dit, lorsqu'il est élu, après avoir donné un programme bouleversant qui change tout, ses conseillers lui disent, il y a des personnes qui veulent parler avec vous. Il dit, ce sont des gens bien habillés et qui viennent avec des costumes noirs et cravates noires. Ils s'assoient. Il commence à parler avec le président, lui disant, écoutez, il y a des intérêts qu'on ne peut pas changer pour notre pays. Il y a 1, 2, 3. Et là, c'est vous avez à les faire comme votre prédécesseur. Votre prédécesseur l'avait fait avant. Barack Obama a fait ce que George Bush a fait. Et Donald Trump devra faire la même chose. Il a dit, et ses conseillers lui font comprendre, pour être élu, vous avez intérêt à agir et écouter ces personnes. Il a dit, c'est pour ça, ça ne change jamais en Occident. Tout à fait. Et je pense que les conseillers se donnent la relève aussi. Bien sûr. Bon, docteur Cherif Amir, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le temps a filé très vite avec vous. On arrive à la fin de cette édition de Direct. On vous remercie donc de nous avoir suivis et on se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.